Bonjour et bienvenue sur CivilNet. Aujourd'hui, nous accueillons Viken Cheterian, qui est historien et aussi vous enseignez à l'université de Webster à Genève en Suisse, l'histoire et les relations internationales. Ensemble, on va parler des mouvements sociaux qui précèdent la révolution de velours qui s'est produite en avril dernier et qui sont en fait les prémices de ce qui s'est passé récemment. Donc ma première question, ce serait, on va recontextualiser en disant que le peuple arménien a parfois pour réputation d'être un peuple un peu plus qui se résigne, qui ne défend pas ses droits fondamentaux ou ses droits sociaux. En tout cas, c'est l'image qui est parfois véhiculée ici, où les gens parlent, disons, grognent beaucoup, mais finalement n'agissent pas beaucoup. Et puis là, finalement, la révolution d'avril de velours a éclaté et les gens s'y attendaient pas forcément, et certains disent que c'était des protestations inattendues, d'autres qu'il y avait quand même des prémices, et citent souvent le 1er mars 2008. Pour rappel, le 1er mars 2008, c'était la date à laquelle l'ex-président Leventer Petrosyan s'est porté candidat à la présidentielle après Robert Kocharyan, et aussi est devenu opposant à l'autre candidat qui est Serge Sarkissian. Et c'est des manifestations qui ont fini par finir dans le sang, en fait, avec 8 personnes qui sont décédées, et plus de policiers. Vous, par contre, quand on a parlé au téléphone ensemble, vous m'avez dit qu'en fait, ces mouvements sociaux et les prémices de cette révolution, ils ont commencé bien avant, et dès 1988. Oui, bonjour. Moi, je ne trouve pas que le peuple arménien, le peuple de l'Arménie, c'est un peuple passif, mais pas du tout. Si on regarde l'histoire de l'Union soviétique, ici, il y avait des mouvements politiques, des mouvements qui luttaient pour préserver l'environnement. Et le premier grand mouvement de masse dans l'Union soviétique, pendant la période de Perestroïka, ça s'est éclaté ici même. Et depuis, le peuple arménien, le peuple de l'Arménie, a toujours eu un mouvement d'opposition de masse dans les rues contre la politique des autorités. Donc on peut citer déjà, suite aux élections de 96, où il y avait 2 candidats, Leventer Petrosyan et puis de l'opposition Vasken Manoukian. Là, l'opposition a critiqué les résultats, et puis il y avait des manifestations de masse dans les rues de Yerevan. Ensuite, vous avez cité les événements de 2008. Mais aussi, je dois insister sur le fait qu'on a vu l'émergence d'un mouvement social d'un autre type autour des questions de l'environnement, de préservation de l'espace urbain, qu'on a vu émerger depuis 10 ans ou plus à Yerevan, surtout. Ce mouvement qui venait des jeunes éduqués a fait le lien entre les questions de l'environnement avec les questions de gouvernance. Donc c'était un mouvement qui essayait de protéger le mouvement de Terut, etc., Mashtots, qui liait les problèmes du type social environnemental avec des questions de gouvernance et la politique. Et je pense qu'il faut trouver les racines du changement qu'on vient de voir en avril et en mai dans ces prémices. On peut dire qu'il y a une culture de la manifestation au final en Arménie? Peut-on se permettre de dire ça? Comme en Europe où il y a une tradition des manifestations, de protestations, où les gens sortent toujours dans les rues pour leurs droits sociaux dès qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en Arménie finalement c'est aussi quelque chose qui fait partie de la tradition arménienne? On peut dire quelque chose, donc on peut mettre en avant cette idée parce qu'en Arménie, on n'a jamais eu une dictature qui a bouclé tout l'espace politique et social, mais en même temps, les institutions ne fonctionnaient pas, donc on n'arrivait pas à utiliser les institutions pour faire les échanges et les négociations politiques. Donc souvent, comme dernier choix, les gens sortaient dans les rues pour protester. Donc oui, il y a une certaine tradition de mouvements de dissidence en Arménie, et j'espère qu'après les changements récents, on va institutionnaliser cette tradition. Donc on a parlé des prémices, donc en quelque sorte, on pourrait dire que c'est une manifestation qui finalement n'était pas si inattendue que ça, puisqu'il y avait déjà des prémices et une tradition de la manifestation. Pourtant, que ce soit la Russie ou l'Arménie, elle n'était juste pas préparée à ce qui s'est passé, et finalement, c'est quelque chose qui a éclaté comme ça.
pouvait-on l'anticiper? Et puis, quelle est la particularité de cette révolution, de ces protestations comparées aux précédentes? Donc, c'était à prévoir qu'après le fait que l'ancien président a décidé de rester au pouvoir comme Premier ministre, de voir des mouvements de protestation. Ça, c'était prévisible. Mais ce qui n'était pas prévisible, c'était la révolution. Et normalement, on ne peut pas prévoir les révolutions. Ça c'est une règle, parce que les révolutions sont une certaine coupure dans le pratique courant. Donc, c'est un changement par rapport au passé. Changement radical. Donc, et notre capacité d'anticipation, ça ne fonctionne pas dans les cas révolutionnaires. Ni en Arménie, ni en Russie, ni en 17, ni pendant la révolution iranienne, etc. etc. Mais par contre, il faut dire qu'il y a certaines particularités dans la révolution des velours en Arménie. D'abord, le fait que ça se déroule dans un contexte international défavorable. Si on regarde les autres vagues des révolutions, c'était vraiment des vagues. Le printemps arabe, dans quelques semaines, on avait des mouvements révolutionnaires qui ont renversé le pouvoir dans plusieurs pays au Moyen-Orient, Afrique du Nord. Avant ça, les révolutions de couleur, dans 4 ou 5 ans, a renversé 4 pays, 4 régimes, du Serbie jusqu'au Kyrgyzstan. Et aujourd'hui, le contexte international est défavorable à des changements, pas seulement à des révolutions, mais même aux changements. On voit Aliyev, il reste au pouvoir, à l'est de l'Arménie. Poutine, en même temps, il a commencé son 4e mandat. Et Erdogan, il prépare encore une autre révolution et il est au pouvoir depuis 2002. Donc, dans le contexte international, c'est l'exception. Mais aussi, dans le contexte arménien, en tout cas moi, j'imaginais pas que les autorités, donc sous Serge Sarkisian, ils pouvaient lâcher le pouvoir sans résistance, sans violence, surtout après les événements de 2008. Donc oui, absolument, les événements en Arménie, c'était une grande surprise pour tout le monde. C'était quelque chose d'unique. Et comment vous expliqueriez cette décision justement de Serge Sarkisian de ne rien faire, de laisser ce mouvement se poursuivre comme ça? Je pense que c'est l'élément de surprise qui est présent dans les révolutions. Je pense au début, M. Sarkisian, il n'attendait pas à avoir une grande opposition. Si vous vous souvenez, au début, 17 avril, le mouvement a commencé avec quelques dizaines de gens, ici à Yerevan, à Gyumri. Je pense que les autorités ils ont pensé que le meilleur politique, c'était de les laisser faire et espérant qu'ils vont être perdre leur force après quelques jours. Mais le contraire est passé. Avec chaque jour, le mouvement a pris plus en plus de dynamisme, de force. Les gens sont rejoints à ce mouvement. Je pense que les anciennes autorités, ils n'ont pas compris qu'il y avait un problème de légitimité très profond. Parce qu'en Arménie, on a eu beaucoup de problèmes, mais M. Sarkisian était le premier président qui essayait de rester au pouvoir après 2 mandats. Et là, il y avait une nouveauté, et je pense que ce changement dans la pratique politique n'était pas acceptable à l'opinion publique arménienne. D'accord. On avait également, donc, les mouvements précédents étaient menés par des personnes issues d'une intelligentsia qui appartenaient à l'Union soviétique, qui avaient une éducation liée à l'URSS. Maintenant, on a donc Nicole Pachinian, ou que ce soit son gouvernement qui a été formé, ce sont des personnes plus populaires, des personnes qui veulent répondre à une démocratie qui correspondrait plus à une démocratie européenne. Comment, pourtant, on est dans une situation où rien n'est moins sûr au niveau politique, tout reste encore à construire, la révolution est toujours en cours. Quelles sont les pistes à suivre pour assurer une démocratie en Arménie ? Moi, je ne pense pas qu'il y a un changement qualitatif entre la génération qui a amené le changement en 88-89 et la génération autour de Nicole Pachinian. Je pense au niveau social, c'est la même composition sociale, c'est des gens urbains, éduqués, c'est l'intelligentsia, des gens qui travaillent dans les médias, dans des ONG, dans des universités. Même au niveau des valeurs, je pense qu'ils portent les mêmes valeurs. Donc, leur projet, c'est de construire un pays où il y a l'économie de marché
Et au niveau politique, c'est la démocratie parlementaire. C'est les mêmes buts comme l'ancienne génération. Si vous voulez, quelque part, on a fait le cycle et on est retourné au moment de 89-90. Et on a entre ces deux événements toute une génération perdue. Maintenant, comment faire? Je pense là, il y a beaucoup de défis. Le premier défi, je pense, c'est le fait qu'en Arménie, on n'a pas des partis d'opposition. Et maintenant, donc le mouvement social qui arrive au pouvoir, s'il organise des élections aujourd'hui, ils vont construire un pays avec une partie unique au Parlement. Et je pense, en tout cas le Premier ministre Pachinian, il a compris ça, et je pense que c'est très bien qu'il propose d'organiser les élections dans un an. Donc le grand défi, c'est d'avoir des partis d'opposition dans le Parlement qui arrivent à faire ce qu'on a dit en anglais les checks and balances. Parce que sans avoir un contre-pouvoir, c'est pas assez de crier fort et fort, on veut la démocratie. Finalement, on va pratiquer une sorte de dictature. Donc une bonne démocratie, c'est le consensus politique aussi, en quelque sorte, où les différents partis doivent exister et pouvoir mener des consensus entre eux. Oui, parce que démocratie, c'est un mot très abstrait. Donc, dans la vie quotidienne, dans les institutions, il faut traduire ça dans un contexte où, pendant des décennies après l'indépendance et des décennies avant, dans l'Union soviétique, les pratiques étaient ailleurs. Les pratiques étaient peu conformes avec les règles, avec les lois, avec la Constitution. Donc maintenant, il faut prendre ces textes, ce qu'ils font. Hein, la révolution en Arménie, essayer de rester dans le cadre légal. Ça, c'est aussi une autre spécificité de ce qui s'est passé ici. Donc maintenant, il faut prendre ces textes et les traduire à des actions politiques pour qu'on arrive à créer des traditions politiques, des pratiques politiques basées sur des textes légaux. Et ça, c'est quelque chose d'inédit. Donc, il faut le pratiquer. Donc, ce n'est pas des idées abstraites, mais le pratique quotidien qui va définir. Merci Viken, merci d'être resté avec nous et continue à suivre CivilNet.